Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres ce soir. C'est officiel, depuis hier, une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement sera créée. C'est après le vote à l'unanimité des élus de l'Assemblée de Martinique que la décision a été prise. Un événement attendu par certains, mais qui laisse aussi sceptiques les anciens acteurs de terrain. Le Robert, toujours bloqué, mais partiellement. Ce matin, le collectif Sargasses s'est de nouveau mobilisé dans la commune, en mettant notamment en place des barrages filtrants. Nous y reviendrons en début d'édition. Dans ce journal également, nous suivrons la sénatrice Catherine Conconne. Ce matin, la membre du Parlement est partie à la rencontre des acteurs et associations qui œuvrent aux côtés des personnes errantes ou encore toxicomanes. On en parlait hier, les élus de la CTM ont voté à l'unanimité la création d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement. Un événement attendu qui devrait mettre fin aux coupures et instaurer un prix unique pour tout le territoire. Malgré tout, les acteurs de terrain comme Odyssey ou la SME restent sceptiques face à ce changement institutionnel. Louis Sabas. Je propose que l'on passe au vote par groupe. Monsieur Briand. C'est un vote à l'unanimité des conseillers de la CTM, celui de la création de l'autorité unique de l'eau et de l'assainissement en Martinique. L'entité doit permettre une meilleure maîtrise de la production, du stockage et de la distribution, donc du prix de l'eau. Tout le monde sait qu'en Martinique, on a plusieurs coûts de production, donc on a plusieurs coûts de distribution et on a plusieurs coûts d'achat de l'eau. Et ça nous semblait utile, et c'est pour ça que ça a été voté à l'unanimité, d'avoir une structuration globale, qu'on puisse obtenir quoi? Un coût unique de l'eau, donc un prix unique de l'eau, et s'assurer que les zones de production soient bien alimentées, les zones où il n'y a pas de production soient aussi parfaitement alimentées par une gestion par bassin respectif, et puis d'avoir, in fine, à la fin, un prix social de l'eau, ce qui est souhaité par beaucoup d'associations, donc dont les citoyens du Sud. Une décision historique selon la CTM, le résultat d'un processus entamé il y a plus d'une quinzaine d'années et sous plusieurs gouvernances. Mais qui laisse certains dans le doute. Le maire de Saint-Joseph, Yann Monplaisir, à travers un communiqué, émet des réserves quant à la compétence de la CTM sur le sujet, une aptitude qui pour l'heure revient aux EPCI. Quasiment même son de cloche pour le président du conseil d'administration de Odyssey. Et s'il faut faire une autorité unique demain avec une gestion privée, pour moi c'est niet. Si on fait une autorité unique qui est gérée par des élus de la CTM, pour moi c'est niet. Que j'y siège ou pas, je considère que les politiques de l'eau sont des politiques de proximité qui doivent engager les agglomérations en proportion de leur population. Je fais observer que 30 communes font un choix différent. Donc cette décision n'est pas une trivialité. Et brandir la question de l'autorité unique de l'eau sans se poser ces préalables-là me semble, du point de vue de la méthode, quelque chose qui me surprend. Mais laissez penser qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai envie de dire simplement, ça fait plus d'une dizaine d'années que tous les documents de planification militent en faveur de la création d'une autorité unique de l'eau. Un président de l'exécutif qui se veut rassurant sur ce point. Je comprends les inquiétudes, mais il faut absolument qu'on fasse peuple. Et 1500 km² subdivisés en plusieurs autorités, ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Maintenant, il faut respecter quand même les institutions, les EPCI et les communes. Et puis, il faut définir, ça se fera, les modalités de gestion. Ça ne veut pas dire que si on a une autorité unique de l'eau, tout se passera en régie à partir de l'autorité unique de l'eau. Il y aura des formules, c'est pas à moi de décider ça se fera dans les années qui viennent. Une étape de plus, la dernière, est franchie au niveau local. Reste à attendre le vote favorable de l'Assemblée nationale qui doit permettre à la Martinique de se doter de sa propre politique de l'eau, qui risque encore de couler sous les ponts avant son application en Martinique. Deuxième jour de mobilisation au Robert pour le collectif anti-Sargasses. Les barrages filtrants ont été remis en place tôt ce matin. Après l'échec de la réunion d'hier après-midi, le mouvement s'est durci aujourd'hui. Les habitants mobilisés réclament toujours la venue des autorités dans la commune et promettent une montée en puissance du mouvement dans les prochains jours. Les précisions devant la caméra de Louis Sabas. Marion a reçu une proposition émanant de la secrétaire du président du GIP Sargasses en disant qu'il veut nous recevoir jeudi à 10h à la CTM. Mais nous, on prend ça encore comme une insulte. C'est une insulte. Parce que nous sommes mobilisés sur le Robert. C'est le Robert qui est concerné. Et on nous demande de descendre à la CTM à 3. Ils veulent que 3 personnes.
Et nous sommes un collectif de riverains. Sur le Robert, nous avons plusieurs points, nous avons plusieurs pointes qui sont impactées. On a envoyé une injonction à l'État. On leur a demandé de venir nous rencontrer, ce qui veut dire le préfet, les maires, on parle bien, les maires qui sont impactés, de venir, monsieur Letchimi, pour ne pas le nommer, président du GIP Sargasses, avec l'ARS, la direction de la mer, Cap Nord, on les demande tous de venir avec nous pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse entendre clair ce qu'ils ont à nous dire concernant cette situation, parce qu'on en a marre. Errance, toxicomanie, jeunesse en difficulté, des réalités bien connues des acteurs sociaux en Martinique. La sénatrice Catherine Conconne s'est rendue sur le terrain pour comprendre et faire remonter ces problématiques au niveau national. Elle a notamment rencontré l'Assise et l'association Attrait qui œuvrent pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l'aide et l'information des toxicomanes. Le reportage de Sandrine Claude. L'errance et la toxicomanie, deux problématiques majeures en matière de santé publique en Martinique. Ce matin, Catherine Conconne, accompagnée de son homologue du Puy-de-Dôme, vient prendre la mesure du quotidien d'un acteur de terrain, l'Assise. Donc elles vivent dans une précarité. Les défis restent encore aujourd'hui nombreux. Nous avons évidemment les jeunes qui, très tôt, dans leur croissance, entament cette expérience de consommation de produits toxiques. Et nous avons évidemment les personnes vieillissantes, alors qui ne sont pas confrontées directement à cette consommation, mais qui subissent très souvent cette consommation parce qu'elles sont dans des zones d'habitat qui font que ce sont des zones où il y a de la délinquance. L'errance chez les femmes, et plus particulièrement chez les personnes âgées, vient vite au cœur des échanges. Le SAMU social, qui œuvre quotidiennement, aimerait la concrétisation de plusieurs projets pour les accompagner. La moyenne d'âge est de 60 ans, avec des troubles associés qui ne sont pas psychiatriques, pas forcément en tout cas, mais qui sont surtout de l'ordre neurologique ou alors perte de repères, avec quelquefois un diabète installé, malheureusement vu trop tard, parce que ce n'est que lorsque ces petites plaies deviennent des amputations qu'on réagit. Donc ce tsunami ira de mal en pis. De mon point de vue, c'est vraiment, il faut faire un focus sur les personnes âgées. C'est à Clarac que se poursuit la visite, dans les locaux de l'Attrait. L'association fêtera l'an prochain ses 30 ans. Le professeur Aimé Charles Nicolas est l'un des pionniers sur la question de la toxicomanie sur l'île. Là aussi, une bataille loin d'être remportée. Les choses brusquement se sont aggravées là depuis, disons, 3-4 ans, avec une augmentation sensible des toxicomanes qui errent dans les rues, les SDF. Il y a une sorte de comorbidité. Des toxicomanes qui sont également malades, qui ont des problèmes de psychologie. Cette comorbidité doit être prise en charge de façon compétente avec des gens qui ont la double compétence, la compétence donc addictologique et la compétence psychiatrique. Pour la sénatrice Conconne, l'objectif est à présent de pouvoir faire bouger les lignes en soumettant des propositions à échelle nationale. Cela passera notamment par un projet d'unité thérapeutique. Il manque un maillon important, et l'Assise nous l'a dit aussi, entre le soin psychiatrique au niveau de l'hôpital et la réinsertion du patient. Et entre les deux, il y a souvent des décrochages, voire des retours à la case départ, c'est-à-dire à l'hôpital. Donc ce projet de communauté thérapeutique est pour moi très important. J'en ai déjà fait part au ministère il y a quelques semaines. Là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ouvrir un comité de travail, de pilotage sur ce sujet, et on y va. Parce que il y a 30 ans que ça dure, il y a 30 ans qu'on redit les mêmes choses, il faut maintenant passer à l'action. Difficultés de prise en charge sur le long terme, manque de structures adaptées, montée de la toxicomanie, autant d'enjeux auxquels la Martinique est aujourd'hui confrontée et qui appellent des réponses adaptées et durables. Parlons culture et mémoire avec une pièce de théâtre qui revient sur les événements de Chalvet en Martinique. Elle interroge aussi et surtout sur l'évolution du militantisme sur le territoire et la manière dont il s'est transformé au fil des années. Olivier Jean-Marie est notre invité ce soir.
Olivier Jean-Marie, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette pièce de théâtre, Chalvet Poukissa. On pourra la retrouver d'ailleurs en février prochain. Tout simplement, pourquoi vous avez voulu reprendre cette histoire de Chalvet? C'est d'abord une commande de la mairie de Basse-Pointe qui était à la tête de la commémoration des 50 ans, donc en 2024. Donc avec la mairie du Marigot, du Gros-Morne et du Lorrain. Donc cette pièce-là a été jouée le 24 février 2024 dans la salle des fêtes du Lorrain. Et c'était aussi l'occasion pour moi de fouiller un petit peu dans l'histoire de notre pays. À travers cette pièce, qu'est-ce que Chalvet nous dit encore aujourd'hui de la lutte et de l'engagement sur notre territoire? Que les luttes ont beaucoup évolué et en fait, Chalvet Poukissa, c'est l'occasion de passer en revue toutes les luttes, certaines luttes qui ont été menées par le peuple martiniquais depuis plusieurs siècles pour gagner en dignité, en respect aussi. Et donc depuis 1974, les mobilisations ont beaucoup changé et on évoque cette évolution-là à travers donc, une famille de militants, donc composée de jeunes qui ont peut-être participé au déboulonnage des statues, par exemple, et puis donc avec leurs parents, et puis leurs grands-parents qui étaient sur le terrain à Chalvet, qui ont vécu ces événements de 1974. Justement, ces combats d'hier, est-ce qu'ils peuvent aider aussi à comprendre les mobilisations actuelles qui se déroulent en Martinique? Oui, disons que selon moi, l'histoire de la Martinique, c'est un fil qui se déroule. Et aujourd'hui, et beaucoup d'acteurs de 1974, de syndicalistes ou d'ouvriers agricoles se retrouvent dans des manifestations contre la vie chère, que ce soit en 2009 ou en 2024. Au-delà de l'histoire, qu'avez-vous envie que le public retienne au final de cette pièce de théâtre? Que c'est un combat permanent, que le peuple martiniquais est un peuple de combattants et qu'il faut qu'on continue à se battre pour qu'on ait plus de respect, plus de dignité et puis pour qu'on ait droit au bonheur aussi. Est-ce qu'il y a aussi un objectif de transmission peut-être envers les plus jeunes, de leur apprendre l'histoire de Chalvet et de les adapter peut-être aussi aux futures mobilisation? Oui, l'objet de cette pièce-là aussi est d'inviter le public de 9 à 99 ans, qu'il soit martiniquais ou qu'il soit de passage sur l'île, à s'intéresser à l'histoire de la Martinique, à l'histoire donc des luttes ouvrières, des luttes syndicales ou luttes politiques du peuple martiniquais. Chalvet Poukissa, elle est pour qui, cette pièce de théâtre? Elle est vraiment pour tout public, donc des plus jeunes aux plus vieux. Et donc c'est une pièce qu'on a jouée à plusieurs reprises, donc au Lorrain, à Fort-de-France, au Lamentin. Et ce que les spectateurs ont apprécié, c'est qu'ils ont appris quelque chose sur l'histoire, non seulement de Chalvet, mais aussi sur l'histoire des événements de 1900, la grève de 1900 au François, par exemple. Les événements de mars 61 au Lamentin, par exemple. Quels étaient justement ces événements? Est-ce qu'on peut le rappeler peut-être aux téléspectateurs? Oui, donc en mars 61, au Lamentin, donc trois ouvriers et puis trois Martiniquais ont trouvé la mort face à la fusillade de la troupe. Et puis donc en 1974, ce sont les événements de Chalvet. Et en 1900, donc c'est la fusillade de 1900, donc des ouvriers de la canne qui manifestaient pour une revalorisation de leur salaire ont été fusillés par la troupe aussi, donc à la demande des patrons et sur ordre du gouverneur de l'époque, par exemple. C'est une pièce qu'on pourra retrouver février prochain. Au théâtre Aimé Césaire, c'est le 6 février, c'est dans un mois, et c'est à 19h30. Et pour réserver, vous tapez Chalvet Poukissa 2026 et vous allez trouver la billetterie. Eh bien, merci Olivier Jean-Marie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Un autre rendez-vous musical très attendu, Tony Chasseur présentera son nouvel opus lors de 2 concerts, les 9 et 10 janvier prochains. L'artiste célébrera au passage 40 ans de carrière, entouré de plus d'une trentaine d'artistes sur scène. Cet après-midi, il répétait au Lamentin avant ses grandes retrouvailles avec le public et Sandrine Claude y était. Il y a la tierce là. Donc tu feras la tierce avec eux. Il y en a un qui a fait la même note que moi. C'est toi, Nico, qui a fait la même note que moi? C'est un album qui a tout ce que j'ai pu emmagasiner comme expérience, comme oui c'est ça, apprentissage. C'est le moins qu'on puisse attendre pour quelqu'un qui évolue dans ce métier depuis à peu près 45 ans et qui est professionnel depuis depuis environ 40 ans. Il est tout ce que je suis, il passe de zouk à créole jazz, en passant par des chansons. Je chante même une chanson entièrement en espagnol. J'ai beaucoup axé ma démarche sur une grande musicalité liée aux arrangements et pas seulement de cuivre, beaucoup de cordes, des titres aussi où il n'y a que des guitares. Enfin, voilà, un album très éclectique. Yes. Je vais alterner entre la découverte de ces chansons parce que je pense que ce sera la seule occasion pour moi de jouer. On fait des albums avec 10-12 titres et puis il y en a 2 qui sont connus finalement quand on a de la chance de les jouer en intégralité. Et puis on revisitera certainement certaines chansons qui ont été des jalons de ma carrière que le public a partagé avec moi, de jolis souvenirs. La chose à noter, c'est que j'ai tenu à avoir un concert, excusez-moi du mot, mais vrai. C'est-à-dire que si vous entendez des violons, il y aura de vrais violons. S'il y a des cuivres, il y aura des cuivres. J'ai une équipe de chanteurs avec moi, 6, qui me donnent ma force vocale, donc, et puis des invités. Donc il y a beaucoup de monde sur scène, mais c'est parce que j'ai voulu un concert sans séquence, sans IA, sans rien du tout, et que les gens puissent percevoir la force de la musique quand elle est interprétée par les êtres humains. Il faut le sentir quand même. 1, 2, 3. Alors là. Oui. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Place d'Armes de 8h à 13h ou à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle les 2 principales informations de ce journal. À l'échelle locale, les élus de la CTM ont voté à l'unanimité la création d'une autorité unique pour l'eau et l'assainissement. Une décision très attendue, même si des acteurs de terrain comme Odyssey ou la SME restent prudents face à ce changement. Et sur le plan national, un impressionnant carambolage s'est produit ce matin dans les Landes, sur l'autoroute A63. 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées après une collision entre 2 autocars sur une chaussée verglacée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.